et le vous. Nous et vous communautaires. Nous et vous communautaires. Nous, la nation gabonaise. Toutefois, l'infime parenthèse qu'il me sera autorisé de consacrer à moi, Mathias Otunga Osibadjo, ne sera que prétexte pour assumer un passé duquel je ne saurais me soustraire et passé que je ne pourrais éluder. Ce serait une lâcheté politique. Ce serait un reniement de soi, un manque d'humilité et un refus de compassion, quoique je l'ai déjà assumé dans ma lettre de démission du PDG. Ce serait un défilement devant les résultats très insuffisants obtenus par les gouvernements successifs auxquels j'ai participé, souvent à des postes de choix. Oui, chers compatriotes, Wassily Grossman nous enseigne que quand la conscience humaine se tourne vers le passé et ne garde dans le tamis de la mémoire qu'un concentré de grands événements du passé et laisse échapper les souffrances et les angoisses du soldat, son désarroi et sa tristesse. Fin de citation. Oui, mes amis. La commune renommée étant, dans le cadre de la gestion politique, très souvent et malheureusement collective, Honoré de Balzac le dira dans Le Père Goriot. Je cite encore, « Le pouvoir et même le bonheur sont des choses dont on peut jouir par personne interposée. » Fin de citation. Et nous pourrons ajouter sans risque que l'opprobre en pareille circonstance est souvent réparti de manière disproportionnée. Mais nous assumons. Oui, chers compatriotes, aux yeux des Gabonais, je confesse. Je confesse avoir péché. Je confesse avoir péché en pensée, en parole, peut-être par action et par omission, mais certainement par solidarité. Oui, j'ai péché par solidarité. Solidarité gouvernementale. Qu'il m'en soit donc pardonné. Oui, nous avons échoué. Et oui, je partage avec les autres cet échec collectif, sans avoir besoin de ressasser ici les rares lueurs sporadiques vite éteintes qui auraient pu illuminer le chemin Gabon. L'assumer ici et maintenant, c'est contracter un engagement. L'assumer ici et maintenant, c'est décharger d'une part nombre d'amis, nombre de Gabonais qui osent encore croire à la nouvelle boussole que nous voulons incarner. Et d'autre part, valider une maxime italienne qui informe que, je cite, « Le soldat paie de son sang la renommée du capitaine. » Fin de citation, pardon. Toujours dans cette parenthèse personnelle que vous m'avez autorisée, et à ma décharge partielle, il souviendra à la mémoire collective que, membre du gouvernement, je n'ai cessé de me désolidariser de certaines pratiques en les dénonçant, ni d'attirer l'attention sur les dangers encourus. L'oreille attentive et l'œil éclairé se souviendront qu'en qualité de député, membre du bureau politique du PDG, j'ai décliné publiquement certaines propositions, refusé et dénoncé plusieurs initiatives bien avant août 2023. Il souviendra bien à d'autres autorités politiques de premier rang qu'à mes risques et périls, sans me soucier de la sécurité de ma famille, j'ai accordé mon entregent à la République pour espérer désamorcer la folie visible contenue dans la contorsion politique du processus électoral de 2023. Je ne pouvais naturellement pas être audible. Les torses de rupture politique étaient alors plantés. Le dire ici, ce n'est trahir personne.
D'ailleurs, il est bien tard pour un tel exercice. Mais qu'en plusieurs occasions, je crus entendre parler Philippe Poutou, ce syndicaliste industriel et homme politique français, qui disait, je cite, « Un ouvrier, ça est là pour fermer la gueule. » Mais certains rétorqueront que l'ouvrier aurait pu démissionner. Une fois encore, mes compatriotes, mea culpa. Les faiblesses de la chair m'ont rappelé le discours d'inauguration de l'anneau de la mémoire à Notre-Dame de Lorette, prononcé par le président François Hollande en 2014. Je cite, « Il n'y a rien de plus terrible pour un soldat déjà anonyme que de mourir inconnu. » Fin de citation. Mes amis, cette adresse de François Hollande, qui invite à une profonde introspection, ferme cette parenthèse personnelle que vous avez bien voulu m'autoriser. Mes chers compatriotes, de tout âge et de tout genre, de toutes conditions et de tout endroit. Dans notre lettre de démission, nous rappelions que le 30 août 2023 a ouvert une nouvelle page de notre histoire commune. Un vent nouveau, fruit de l'esprit de sacrifice de nos vaillants soldats, autorise désormais tous les espoirs. Le pessimisme ambiant et la consternation doivent donc faire place à l'audace et à l'espérance. Cette nouvelle ère nous impose un devoir patriotique, à savoir l'impérieuse obligation de conjuguer nos efforts pour accompagner cet élan de refondation et de restauration. Il faut pour ce faire s'autoriser une nouvelle vision claire, une nouvelle vision rigoureuse et surtout une nouvelle vision vigoureuse. Fort de ceci, et à la suite des réflexions et consultations longues et laborieuses engagées dès le 30 août 2023, nous avons convenu, avec nombre de Gabonais de tous horizons et de toutes conditions, qu'il nous était nécessaire de scruter le paysage politique national avec un nouveau regard. Un nouveau regard politique, un nouveau regard économique, un nouveau regard social, un nouveau regard afin de réconcilier les Gabonais avec eux-mêmes, réconcilier les Gabonais avec leurs terres, réconcilier les Gabonais avec leur nationalité et réconcilier les Gabonais avec leurs rites et leurs traditions. Un nouveau regard débarrassé des scories du passé pour redonner aux Gabonais sa dignité, condition sine qua non de notre essor vers la félicité. Mesdames et messieurs de la presse, nous avons donc convoqué cette conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de notre décision de créer un parti politique dénommé Rassemblement d'éveil gabonais pour l'action, la restauration et le développement sous son nom usuel regard. Regard de tendresse et de bienveillance, regard de courage et de probité, regard de patience et de vigilance, regard d'espoir pour un Gabon digne de son potentiel et fier de son capital humain. Regard sera un parti du centre. Le centrisme que nous revendiquons est une position défendant un équilibre ou un compromis entre l'idéal de l'égalitarisme et la nécessité d'une hiérarchie sociale, conduisant dans les faits à une modération entre interventionnisme de l'État et laisser-faire au niveau économique, une modération entre progressisme et conservatisme sur le plan social et culturel. Quelles sont nos ambitions de très court terme? À très court terme, il s'agit d'abord d'apporter notre soutien à la transition,
c'est-à-dire au CTRI et à son président, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en vue de la restauration des institutions et du retour à l'harmonie nationale. Il s'agit ensuite, autant que faire se peut, de participer au dialogue national afin d'espérer apporter notre modeste contribution à la reconstruction de l'édifice Gabon. Dieu bénisse le Gabon et ses dirigeants. Je vous remercie. Idéologie. Et vous constatez qu'en France, en ce moment, même Marine Le Pen est en train de naviguer au centre. Sur le plan purement traditionnel, nous sommes des Africains, des Gabonais. Nous pratiquons la palabre. Et la palabre se termine par des consensus. Je vous disais que nous allons nous battre pour réaliser une symbiose entre le conservatisme et le modernisme, entre le modernisme et notre vécu culturel. Et la situation traditionnelle dans nos villages fait qu'il n'y a pas d'idéologie, on navigue tous au centre. Et nous voulons fonder notre parti politique en nous inspirant de ce qui se passe dans nos villages, en sachant que nous nous adressons non pas à des Européens, mais à des Africains dont l'essence est sociale et communautaire. Troisième question, après avoir fait mon aveu, mon mea culpa, qu'est-ce que je me reproche, qu'est-ce que je reproche au gouvernement? Mais je suis surpris d'une question comme ça au moment où nous sommes en crise, nous sommes en grave crise politique. Quand des militaires prennent le pouvoir, suspendent le fonctionnement régulier de l'État, c'est le summum d'une crise. Et quelqu'un disait quelque part que quand une dent est cariée, il faut l'attaquer aussitôt par la désinfection. Le Gabon est notre pays. Nous n'avons pas le même âge, et tant mieux. Vous n'avez certainement pas connu le Gabon de 1960, encore moins celui de 1967 ou celui de 1977. Mais toujours est-il que, en lisant dans les livres, en circulant dans le pays, nous constatons que le Gabon est un pays potentiellement riche. Mais nous constatons aussi que le Gabon est un pays très pauvre. Il n'y a qu'à aller à Kébé, il n'y a qu'à aller à Tibetchos, il n'y a qu'à aller à Kengele, et puis à comparer avec la sablière, avec le charbonnage où nous sommes. Donc si tout ça ne vous interpelle pas, si tout ça ne montre pas que le Gabon qui était un émirat devrait être plus riche que ça, je ne sais pas de quel échec vous voulez que je vous parle. Donc oui, j'ai appartenu à des gouvernements. Nous sommes tous rentrés là-dedans avec l'espoir de faire qu'il y ait le moins de pauvreté possible, le moins d'inégalité possible, le moins de nids de poules possible, le moins de perturbations possibles au niveau du système éducatif et au niveau du système sanitaire. Force est de constater que nous n'y sommes pas parvenus. Je ne sais pas de quel autre échec vous voulez que je vous parle. Voilà. Je crois avoir répondu à la trois. Alors, vous me posez une question au moment où il ne faut plus la poser. Il fallait me la poser quand j'étais encore membre du PDG. Ça sont les querelles internes au PDG. Toujours est-il que au PDG, je n'ai pas été un militant superficiel. Je fus même à un moment membre du comité permanent du bureau politique. Il n'y a que 18 dans le pays. Alors, le débat qu'ils ont entre eux, en réalité, c'est un débat pour la survie du PDG. Il y a deux camps qui se dégagent. Il y a un camp qui pense que le président et le secrétaire général du parti sont empêchés et que donc le secrétaire général adjoint numéro 1 devrait assurer l'intérim. Et apparemment, il y a un cas qui constate qu'ils sont inaptes, le président et le secrétaire général.
et qu'il faudrait donc passer à une solution de crise. Maintenant, entre les deux, vu que je ne suis plus au PDG, je ne vois pas où est l'intérêt de donner mon point de vue. Chacun regarde sa chapelle. C'est aux PDGistes de régler le problème interne au PDG et aux regardistes de régler le problème interne au regard. Merci. La liberté est-elle un luxe? Je pense que quelqu'un a dit que la liberté ne s'use que si on ne s'en sert pas. Maintenant, dans le cadre de cette liberté, les gens peuvent s'organiser. Vous voyez, nous sommes à peu près une centaine dans cette salle. Chacun d'entre nous a une boîte crânienne dans laquelle son cerveau est enfermé. Et au moment où je vous parle, chacun a une idée. Si nous sommes 100, il y a 100 idées qui sont en train de s'agiter dans nos cerveaux. Donc, on ne peut pas empêcher aux individus de réfléchir. On ne peut pas empêcher aux individus qui réfléchissent de se mettre ensemble dans un parti politique. On peut maintenant, pour des raisons matérielles ou des raisons pratiques, mettre en place une organisation qui pourrait pousser des partis qui pensent pareil à se mettre ensemble. Mais je pense que le jour où on décide qu'il n'y a plus qu'un parti ou deux, on a déjà bâillonné la liberté. Je crois que le rôle des politiques, c'est de persuader, comme je disais tout à l'heure, et non d'imposer une organisation partisane. Il y a un dialogue qui est en vue. Quels seraient, en ce qui concerne le regard, les aspects prioritaires? Nous sommes un rassemblement d'éveil pour l'action, pour la restauration et pour le développement. Et nous pensons que le développement du pays passe d'abord par le développement des ressources humaines. Et que le développement des ressources humaines est influencé par deux choses, par deux aspects, l'école et la santé. Nous sommes un pays où, malheureusement, en dépit de tous les autres atouts, la ressource humaine est la seule denrée rare au Gabon. Mais regardez vous-même comment cette denrée rare est gérée. Il y a deux aspects sur Terre qui égalisent les chances entre deux citoyens. Le premier aspect, c'est la santé. Si vous avez tous accès aux mêmes soins de santé, vous avez la même chance de survie. Est-ce que la politique de santé publique garantit la santé à l'ensemble de Gabonais au même niveau? Je répondrai non. À preuve, regardez la prolifération des petites officines de pharmacie, des petites officines cliniques privées en parallèle avec les structures publiques. Donc, à mon avis, la première préoccupation, c'est faire en sorte que tous les Gabonais puissent se soigner plus ou moins de la même façon. Un grand homme qui nous a dévancé avait parlé de santé cadeau. Ce n'est pas tout à fait une vue d'esprit. Les gens qui ont 60, 62, 64 ans comme moi et qui ont vécu à l'intérieur comme moi au Kondia savent que pendant un moment, ça a été vraiment la santé cadeau. Nous, à Okondia, pour ne prendre que cet exemple, je pense qu'il vaut aussi pour Mekambo, pour ailleurs. Quand on était malade, on allait à l'hôpital, il n'y avait pas de clinique. Et lorsqu'on finissait d'être consulté, on allait dans un endroit qu'on appelait la buvette, il n'y avait pas de pharmacie. Et on vous donnait le médicament gratuitement. S'il y avait une piqûre à faire, vous alliez dans une autre box. Chez nous, c'était le populaire au Baboro. Et il vous faisait votre injection cadeau. Quand vous y étiez hospitalisé, c'est même l'occasion où nous autres là, on goûtait au poisson salé. Donc, il fut un moment où toutes ces choses-là étaient à portée de main. Et à cette époque-là, le pays vivait de café, de cacao, d'okoumé, d'agriculture,
un peu de manganèse, un peu d'uranium, de pétrole ne valait rien. Avec la crise du Proche-Orient dans les années 70, le prix du pétrole a été multiplié par 4. Donc le Gabon est devenu un émir. Et paradoxalement, la santé est devenue de plus en plus chère. Donc si nous devrions participer au dialogue, nous avons déjà nos propositions sur la santé. Le deuxième aspect pour nous, c'est l'école. Parce que si moi, je me retrouve devant vous là, c'est grâce à l'école publique. Parce que je suis issu d'un père et d'une mère, celui qui parlait des idéologies là. Si on était en Union soviétique, je dirais que mes parents viennent du lumpen prolétariat. C'est plus bas que le prolétariat. Un père qui ne sait ni lire ni écrire, qui est chasseur. Une mère qui ne sait ni lire ni écrire, qui est cultivatrice. Mais l'école était organisée de telle sorte que jusqu'en classe de seconde, je crois, je n'ai pas payé un stylo. Je n'ai pas payé un cahier. On ne nous en donnait pas en quantité, certes, mais on nous donnait le nécessaire. Et ça a fait que, quand on avait notre admission en 6e, le concours était, sur l'étendue du territoire, le concours était corrigé à Libreville et proclamé à Libreville. Et les admis bénéficiaient des moyens de transport depuis leur village jusqu'à Libreville. Et systématiquement, on avait la bourse ou alors l'accès aux internats. En clair, les conditions étaient réunies pour que chacun, à cette époque-là, réussisse s'il voulait réussir. En tout cas, nous, on était vraiment une jeunesse sacrée. Et puis, avec l'enrichissement du Gabon, ça là aussi, ça a disparu. Donc, on ne peut pas parler d'égalité de chance si on ne permet pas à 2 enfants qui naissent le même jour d'avoir les mêmes chances de survie. Si on ne permet pas à 2 enfants qui naissent le même jour d'avoir les mêmes chances de réussir à l'école. Et troisièmement, si il nous était permis de participer au dialogue, nous mettrions l'accent sur la décentralisation. Pourquoi la décentralisation? Parce que, vous voyez, la Constitution dit que les citoyens sont égaux à l'intérieur de notre carte-là. Peu importe où nous nous situons, nous devons être tous égaux. Nous devons avoir l'égal accès aux services publics. Il ne doit pas y avoir de différence. Mais je vous pose la question. Entre mon parent de l'Écoré et le citoyen de Ntoum, est-ce qu'on a le même accès? Est-ce qu'on a un égal accès aux services publics? Les services publics sont concentrés dans des villes et l'arrière-pays est abandonné à lui-même. Donc, l'autre idée force que nous, on aimerait faire passer au dialogue, c'est la décentralisation. La décentralisation consiste à mener les services publics auprès des citoyens là où ils sont. Je prends souvent l'exemple de Mekambo. Parce que malheureusement, les documents économiques démontrent que c'est l'un des coins où il y a le plus de pauvreté, l'un des coins le plus reculé, le plus abandonné. Mais Mekambo, comme ailleurs, a des atouts. Là-bas, il y a plein d'or. Donc, avec la décentralisation, on peut amener les services publics à Mekambo. À l'intérieur du pays, il y a des fonctionnaires qui meurent par accident simplement parce qu'ils doivent remonter à Libreville, récupérer leur bulletin de salaire. Alors que l'informatisation pourrait faire en sorte qu'on puisse éditer ces bulletins de salaire même chez moi au Kondia. Donc nous avons des idées précises comme ça que nous voudrions bien faire passer au dialogue. Mais je me demande si nous allons participer au dialogue parce que nous ne sommes pas encore reconnus. Alors, deuxième question. Nous sommes un énième parti du centre. Est-ce que ce n'est pas du déjà vu? Et de mon village, nous sommes déjà à 3 partis qui sont créés. Mais vous voyez, les partis n'appartiennent pas au village. C'est une circonstance qui fait que nous 3 soyons du même lieu. Mais vous voyez autour de moi là, ils ne sont pas d'Okondja. Justement, nous reprochons à la politique de vouloir compartimenter les citoyens en fonction de leurs ethnies. Et le plus que nous, on va apporter, c'est de faire en sorte qu'au sein de notre parti, on ne se sente pas d'un village.
Ce n'est pas un parti d'Okonja, il n'est pas créé à Okonja, même si c'est quelqu'un né à Okonja qui le crée. Rien que ça, c'est un plus que nous souhaitons apporter. Oui au CETERI. Pourquoi oui au CETERI? Alors, moi, je prends une image. Jusqu'au 30 août 2023, nous étions dans un régime. Et vous savez que dans ce régime-là, moi, j'étais un apparatchik, membre du bureau politique du PDG. Le 30, il y a eu une rupture. Les institutions étaient suspendues. Les militaires ont pris le pouvoir pour une période transitoire qu'ils ont déjà définie. Au bout de cette période transitoire, nous allons nous retrouver dans un nouveau régime dont les institutions seront conçues au dialogue. Donc, c'est comme si nous sommes sur une berge du Congo ici, c'est l'ancien régime, et puis l'autre berge là-bas, c'est le nouveau régime, et puis il y a un pont qui s'appelle le CETERI, qui va nous mener au nouveau régime. Le pont peut être en fer, en liane, en bois. Le pont peut être solide ou vermoulu, mais le pont, c'est le passage obligé pour qu'on ait avec le nouveau régime. Est-ce que nous avons une alternative aujourd'hui? Si on refuse de soutenir le CETERI, quelle est l'alternative? On fait un nouveau coup d'État pour remplacer le CETERI, puisque pour l'instant, les élections et tout ça, c'est suspendu. Je pense que la logique voudrait que tous les Gabonais soutiennent la transition. Peut-être qu'en étant avec eux, puisque quelqu'un parle de courage, si on est nombreux, on aura peut-être le courage de dire, c'est des humains qui sont là-bas, de dire aux humains qui sont au CETERI, là vous êtes en train de vous tromper. Vous voyez, par exemple, il y a quelque chose qui froisse beaucoup d'entre nous, y compris moi qui suis en face. C'est les arrestations incessantes des syndicalistes. Bon, nous condamnons, mais le CETERI, ce n'est pas un ordinateur, c'est des humains aussi qui peuvent avoir leurs faiblesses. Je vous ai dit que la chair est faible. Donc, à mon avis, plutôt que se désolidariser du CETERI dans une voie sans issue, à mon avis, il vaut mieux se mettre avec eux, les encadrer, avec ou contre leur volonté, mais les encadrer. Et je voudrais vous rappeler une anecdote. En Afrique du Sud, vous savez, il y avait l'apartheid. L'apartheid, c'est le développement séparé. Les Blancs vivaient de leur côté, les Noirs de leur. Et puis, dans les années 60, les États africains ont pris leur indépendance. Et il y a eu un débat de la position des États africains vis-à-vis de l'apartheid. À l'époque, il y avait les modérés et les progressistes. Ceux qui connaissent des idéologies connaissent ça. Les progressistes, c'était les gens, les chantres de la révolution. Ils disent non, il faut qu'on engage une révolution armée en Afrique du Sud pour libérer nos frères. Et vous connaissez les chantres, c'était les Sékou Touré, les Kwame Nkrumah et tous les autres. Les modérés disent que, en fait, l'apartheid, c'est quoi? C'est le développement séparé. Passons plutôt des accords diplomatiques avec l'Afrique du Sud. Si nous envoyons des ambassadeurs noirs en Afrique du Sud, ils ne vont pas les loger dans les dortoirs noirs. Donc, le fait que nous envoyions des noirs là-bas, ça va casser l'apartheid. Bon, on a mis longtemps à chapeauter dessus, mais finalement, on en est arrivé où? C'est la négociation qui a cassé l'apartheid. Donc, nous, vis-à-vis de CETERI, il y en a qui disent qu'il faut rester en dehors. C'est leur position, je la respecte. Mais on reste en dehors pour quelle issue? Puisque vous êtes sur une berge et l'autre berge n'est pas encore atteinte. Et pour atteindre l'autre berge, il faut passer par la transition. Si vous condamnez la transition, vous faites comment pour arriver, à moins d'avoir un avion qui vous téléporte. Donc voilà pourquoi nous pensons que, de toute manière, on n'a pas de choix que de soutenir le CETERI. Alors, je crois avoir répondu aux deux autres questions, parce que la sixième question consistait à me demander est-ce que je pourrais assumer vis-à-vis des erreurs du CETERI? Ben, je pense que qui peut le plus peut le moins.
Et puis j'allais vous poser une question. Quelqu'un qui m'a dit, vous étiez tous dans ce régime, maintenant vous êtes derrière le CTRI. Les CTRI, ce n'est pas des martiens qui sont arrivés. C'est des militaires qui ont servi l'ancien régime aussi. Donc, eux comme nous, on était dans l'ancien régime. Eux comme nous, on a constaté que l'ancien ne marche pas. Eux comme nous, on a décidé de faire autrement pour restaurer les institutions. C'est une retrouvaille alors. Bon, alors, justement, la vie en famille, c'est des retrouvailles permanentes. Et le Gabon, c'est une famille. Qu'est-ce que cela peut-il apporter à l'ensemble de la population gabonaise qui jusque-là n'ont pas trouvé Explicitez un peu votre question. Qu'est-ce que cela, c'est-à-dire? Qu'est-ce que cette retrouvaille pourra-t-elle apporter le plus à l'ensemble des populations gabonaises qui se retrouvent déjà déçues de l'ancien système, celui déchu dernièrement par le CTRI et celui auquel vous avez apparu, à travers cette retrouvaille? Vous marchez, et vous trébuchez, et vous tombez. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Nous avons trébuché, le pays patauge, la Guinée équatoriale nous éblouit, le Rwanda nous éblouit. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Se cacher en disant, bon, j'ai fait, j'ai échoué, je fuis? Non. Se battre, s'inspirer des autres pour que nous soyons comme les autres. D'autant que nous avons des atouts pour être comme les autres. Nous ne sommes qu'1,5 million, peut-être 2 millions, pour 267 000 km². Pour plein d'or, plein de manganèse, Alors, on a tout pour réussir, sauf la mentalité. Donc, il faut que nous nous armions d'une mentalité de gagnant. Un nouveau regard. C'est la question que j'attendais en premier. Et si elle n'était pas venue, j'allais être mal à l'aise. Parce que dans l'esprit collectif et dans l'esprit étymologique des choses, on crée un parti pour prendre le pouvoir. Ou alors pour participer au pouvoir. Maintenant, dans l'esprit des Gabonais, le pouvoir, c'est forcément la tête. Mais moi, je dis que, inspirons-nous du Gabon, un arbre commence à pousser par les racines. Oui, Regard veut participer au pouvoir. Mais non, le pouvoir ne loge pas seulement au bord de mer. Le pouvoir est déjà à la base. C'est d'abord à la base le pouvoir. Notre ambition à nous, puisque je vais parler de décentralisation, c'est de gérer la base, le conseil locaux. C'est de là-bas que ça se passe. C'est de là-bas que ça se passe. Et puis peut-être dans 20 ans, 30 ans, quand le parti sera solide, on pourra penser à la présidentielle, mais en ce moment, je crois que j'aurai dans les 80 ans. Donc, peut-être ceux-là, ou même vous, peut-être un jour, pourriez être candidat de Regard à la présidentielle. Mais pour l'instant, l'ambition de Regard, je vous le dis tout net, c'est les conseils locaux. Le vrai pouvoir est là-bas, le vrai développement est là-bas. Les nids de poules sont là-bas. Les zones sans école sont là-bas. Les localités sans dispensaire sont là-bas. Donc, le combat, le vrai, est d'abord là-bas. Et le pouvoir vient de là-bas. Donc, la présidentielle n'est pas notre préoccupation. Alors, est-ce que ma démission a été acceptée? Madame, vous êtes bien informée. Alors, je peux vous raconter l'anecdote. Nous avons déposé notre démission. Le PDG a voulu refuser de l'accepter. Dieu merci, comme on savait que nous-mêmes, on était au PDG, on sait comment ça fonctionne, nous l'avons déposé par voie d'huissier. Et donc, quand il y a carence d'acceptation, on dresse un acte. Moi, aujourd'hui, ma démission, elle est réputée reçue. Alors, nous disons du centre, alors qu'il n'y a plus ni majorité ni opposition. Attention, le général Oliga a dit que pendant la période transitoire, il n'y a plus ni majorité ni opposition. Mais quand on va aller aux élections, après la période transitoire, il y aura une majorité et une opposition. Et en ce moment, nous allons nous positionner. Parce que, après le dialogue, on va revenir à une constitution civile. On va revenir aux élections. Et qui dit élection dit gagnant ou perdant. Ceux qui vont gagner vont constituer la majorité.
Ceux qui vont perdre vont constituer l'opposition du moment. Et nous, on va se situer, on verra. Et pourquoi pas? Peut-être qu'on sera le premier parti du pays. Hein? C'est pas impossible. Et nous serons même certainement le premier parti du pays. Et donc, je vous invite à adhérer déjà. Plateforme 241, ils ont même dit éveil 241. Alors, ce sont des collègues, vous me cherchez des poux depuis, d'abord avec mes anciens camarades du PDG, maintenant avec mes anciens collègues députés. Chacun s'organise comme il peut. Alors, ils ont une magie que, comme je ne suis pas avec eux, je ne peux pas la comprendre. Parce que pour être élu député, on est présenté par un parti. Donc, il y en a qui ont été présentés par le PDG, il y en a qui ont été présentés par des partis anti-PDG, bref. Donc, c'est comme si on mettait un rassemblement hétéroclite, on dit qu'il va... Eux-mêmes, ils savent comment ils vont faire. Quel est le lien qu'ils vont utiliser pour mettre une jonction. Nous, là, on s'est rassemblés autour des idées. Nous avons partagé des idées. Et nous ne nous rassemblons pas pour le CTRI. Vous savez que là-bas, c'est l'éveil pour soutenir le CTRI. Donc, ils vous disent que notre durée de vie est de 16 mois. 15 mois, je crois, il reste, avant la fin de la transition. Parce qu'une fois que la transition est finie, ils vont chercher maintenant de nouveaux repères, je crois. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous créons un parti pour l'avenir. Pour nous, la transition, c'est une péripétie. Et le parti, il est là pour le plus longtemps possible, peut-être, puisque je vous l'ai dit, il sera même plus fort que le PDG. Donc, mais vous le savez. Un peu d'ambition. Alors, comment nous on va convaincre? Parce que nous, on a déjà été là. Mais j'ai déjà dit ça sous une autre forme. Est-ce qu'il y a des hommes qui draguent parmi vous là? Ou bien le seul dragueur, c'est moi? Mais quand tu vas draguer une femme, le premier jour, tu mets le topo, elle esquive, hein, Africa. Je vous présente le candidat à l'élection présidentielle. Le plombier qui dit que moi, je ne suis pas plombier, c'est lui. Alors, tu cherches une autre méthode, tu viens, hein, tonton, elle repousse. Jusqu'au jour où tu vas trouver le beau tuyau. Donc, il n'y a pas un procédé bateau pour convaincre. À chaque situation, on essaie d'adapter des arguments, mais la capacité d'un homme, d'un être humain, à la différence d'un animal, c'est de s'adapter aux situations pour arriver à ses fins. Donc, nous n'avons pas une formule miracle, mais nous allons nous adapter au gré des situations. C'est le terrain qui commande la manœuvre. Ouais. Ouais. Bon, parfois, on finit en prison. Mais... Merci. Appartenu au Parti démocratique gabonais, et nous retiendrons une parole émanant de M. Ali Bongo Ondimba au soir de sa destitution. Make noise, faites du bruit pour moi. Personne n'a fait du bruit pour lui. Pas même Mathias, le grand Mathias, membre du bureau politique, tellement prisé par le président de la République au regard des privilèges et autres. Demain, comme le disait M. Mwambading, l'autre mouvement pourrait survenir, au regard, justement, comme le stipule votre parti politique, de tout ce qui se passe, les déceptions, déjà après 6 mois enregistrées par l'ensemble des populations gabonaises, M. Brice Clotaire Ondimba pourrait être éjecté de ses fonctions, à travers d'autres mouvements, vu les différentes frustrations, comme Gaëtan Ayami du côté de Mwanda et les syndicalistes de la SEG. À ce niveau, une fois destitué de ses fonctions, puisque vous dites le soutenir, ce pont qui vous permettra probablement de prendre la traversée. Une fois ce pont défait, Monsieur le Président, et que M. Ondimba demandera de faire du bruit pour lui, garderez-vous le silence comme vous l'avez fait pour M. Ali Bongo Ondimba? Sera-t-il comptable, seul, de la situation, comme on l'a dit, pour Omar Bongo Ondimba et pour Ali Bongo Ondimba, car étant seul, assis sur le fauteuil présidentiel, mais pourtant vous avez tout aussi joui du pouvoir. C'est ma question. Merci. Alors,
Gardez vos mains pour applaudir ma réponse. Je pense que vous posez des problèmes de fond, mais avec passion. Si vous aviez été alerte, pendant toute la période préélectorale, vous aurez remarqué, que pendant le congrès, j'avais refusé la fonction de membre du bureau politique. Vous ne l'avez pas suivi. Vous aurez remarqué que 2, j'avais refusé l'investiture du PDG. Vous ne l'avez pas suivi. Vous aurez remarqué que 3, je suis l'unique membre du bureau politique du PDG à l'époque à avoir refusé de signer le contrat d'objectif et de performance avec le président Ali Bongo Ondimba. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, je pense que j'étais l'une des personnes qui avait le privilège d'être portée par le président Ali dans son cœur. Mais tous, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Tous, nous savons que depuis 2018, le président Ali est malade. Et que tout ça là, c'était des subterfuges pour se faire du beurre sur son dos. Vous savez très bien qu'en ce moment, il n'arrive même pas à payer son courant. Vous le savez. Alors, oui, si Brice Clotaire Oligui demain tombe, après que j'ai en vain tiré la sonnette d'alarme, je ne le suivrai pas. Parce que c'est ce qui est passé avec le président Ali. Je n'ai pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme. Et je vais vous informer que si la mascarade avait été retenue, peut-être que moi je serais mort. Parce que les gens estimaient que dire que ce que nous faisons là, ça ne marchera pas, ça veut dire que j'étais de l'autre côté. Alors, nous les Gabonais, nous manquons de courage. Vous m'entendez? Et je l'ai dit dans ma démission, je l'ai redit aujourd'hui, que je l'ai fait au péril même de la sécurité de ma famille. Donc, je voudrais vous dire que Ali Bongo Ondimba, c'est mon beau-frère. J'épouse sa sœur. Et donc, quand vous avez cette proximité, vous devez de dire la vérité à celui que vous servez. Ne serait-il peut-être pas l'occasion de témoigner davantage de fidélité à son endroit, étant donné que c'est votre frère, vos frères? Moi, je pense que la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est le repos qu'il a. Vous l'avez vu depuis là? Vous avez vu comment il a repris des couleurs? Donc, vous aurez voulu que je l'encourage à se suicider politiquement et physiquement. Voilà. Donc, beaucoup de gens n'ont pas compris ma position, mais c'est souvent un tort d'avoir raison avec les autres. Ça, là, ça s'appelle la montre. La personne là que vous connaissez, quand elle a dit que la terre tourne, on lui a dit, on ne dit pas ça. Si tu dis ça, on va dire que tu es fou. La personne là, ouais, c'est celle-là. Et il a dit que, mais je vous dis que la terre tourne. On a préparé la ciguë. On lui a dit, bois, tu es fou. Il a bu. Monsieur, je vous ai écouté, écoutez-moi aussi. Et au moment de rendre l'âme, il a dit, et pourtant elle tourne. La montre que vous portez, c'est la preuve que la terre tourne. Mais il a eu tort d'avoir eu raison avant tous les autres. Mais moi, fils d'Osibadjo, je pense que la plus grande chose qui m'a été inculquée, c'est le sens de l'honneur, la franchise, la sincérité. Ali Bongo Ondimba, moi je suis avec lui. Mais je lui dis que le mieux pour toi maintenant, c'est de te soigner. On a plus besoin de toi en vie que mort. Hein? Et puis, j'ai été ministre de la Défense. J'ai été directeur du cabinet du président. J'ai été ministre du budget. On a commencé 3 belles années où le bitume avançait. Puis après, ça s'est effondré. Mais si vous-même, vous ne reconnaissez pas vos erreurs, qui va vous les reconnaître? Pourquoi vous voulez fuir? Et puis, j'allais vous dire, tout le monde me dit que vous étiez au PDG. Mais donc, vous ne connaissez pas l'histoire du parti. Nous tous là, on était au PDG. Tous ceux qui sont nés avant 90 étaient au PDG. Même vous. Si? Mais non, toi, tu es né après 90. Avant 90, on ne demandait pas son avis. C'était un parti État. Monsieur Oluba, c'était un parti État. Donc, si tu étais de l'État Gabon, tu étais du PDG. Donc, bon, on a quitté le PDG par vague. La dernière vague, c'est la nôtre. Mais on a tous quitté le PDG.
Il y avait une question là. Et voilà. Mais même moi, je suis à pied. Il faut qu'on arrête de s'amuser. On regarde les choses avec objectivité. Il est temps que la nationalité gabonaise redevienne un luxe. Il est temps que la solidarité nationale redevienne une réalité. Il est temps que le Gabonais, moi, quand j'étais à la défense, je disais à mes militaires que quand un Gabonais tombe, c'est comme si 1000 Chinois étaient tombés. Parce que le rapport entre eux et nous, c'est de 1 à 1000. Ils sont 1,5 milliard d'habitants. Nous sommes 1,5 million habitants. Donc, comptablement, 1000 Chinois égale à un Gabonais. Nous avons l'un des pays les plus riches d'Afrique. Il est temps que nos ressources servent à notre développement. Nous avons seulement 1,5 million habitants. Nous avons combien de chômeurs? Il est temps aussi que nous donnions du travail aux nôtres. Chaque fois que quelqu'un a une possibilité, il préfère aller prendre nos voisins là-bas, pendant que les Gabonais souffrent. Donc il est temps d'instaurer la préférence nationale. Et tant pis si on nous traite de les peines gabonais, il est temps que nous regardions d'abord, c'est-à-dire que, oui, il faut aider les frères africains, mais la philosophie nous enseigne que même quand il faut être solidaire vis-à-vis des autres, il ne faut pas que ça se soit au détriment de toi-même ou de ta famille. Tu n'as pas faim, tu n'as pas pu manger, tu n'as pas donné à manger à tes enfants, tu vas donner aux voisins. Donc nous, on veut un nouveau regard sur tous ces aspects-là. Et en fait, c'est votre parti. Donc, même si vous êtes journaliste, je vais déjà vous distribuer les fiches d'adhésion. Et puis, vous n'êtes pas interdit de politique. Voilà. Donc, mon mot de fin, c'est que venez à nous. Nous sommes là pour vous. C'est la mettre en vie.